Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, des instruments de mesure de la gouvernance qui prennent en compte nos réalités. L'appel est lancé par le collectif des organisations de la société civile pour les élections. On vous explique tout dès le début de cette édition. Introduction de l'enseignement de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire effective à partir de ce mardi. Des écoles pilotes choisies par l'Éducation nationale avant la généralisation. Régulation de la circulation des motocyclettes, zoom sur l'utilisation de ce moyen de transport prisé par les Kaolakois depuis bien longtemps. Le bassin arachidier où les motos ont connu un boom avant de faire leur apparition dans les autres capitales. Mais d'abord, exploitation du Grand Tortue Ahmeyim. Dakar et Nouakchott veulent assurer une bonne autonomie énergétique d'ici 2050. Pour Ousmane Sonko, sans énergie en quantité et en qualité, à des prix abordables, il sera impossible d'industrialiser un pays. Le Premier ministre s'est exprimé à Nouakchott où il effectue une visite de travail. Dans la vision 2050, en ce qui nous concerne, il est question d'atteindre une capacité de 10 000 MW à l'horizon 2050. On en produit un peu moins de 1700 aujourd'hui et vous voyez le gap qu'il faut combler. Et sans énergie, en quantité, en qualité et surtout à des coûts abordables, il est impossible d'industrialiser un pays, de réussir également la transformation agricole. D'où d'ailleurs la préoccupation sénégalaise rejointe aujourd'hui par nos frères mauritaniens, d'avoir à tirer un peu plus de l'exploitation gazière. C'était 35 MFCF pour chacune des parties. Évidemment, ça suffit à peine à alimenter une centrale électrique de 250 MW. Nous en avons demandé 300 de plus. 150 pour chacune des parties, ce qui nous permettrait d'avoir beaucoup plus de marge. Parce que les renouvelables ne pourra pas, de toute évidence, dépasser peut-être 40% de notre mix énergétique. On peut faire beaucoup plus, mais dans le temps. Et donc, sans énergie, il est impossible de faire de l'économie aujourd'hui. Et c'est l'un des avantages comparatifs que tous les pays qui ont fait des bons significatifs ces dernières années ont pu régler. Atelier de prévalidation du référentiel de l'Observatoire de la gouvernance démocratique et politique au Sénégal. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections souhaite une endogénisation des instruments de mesure de la gouvernance. Pour le COS, ces indices conçus ailleurs ne sont pas en phase avec nos réalités. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. La société civile sénégalaise veut une souveraineté totale après celle économique militaire réclamée par les populations. Le COSC souhaite des marqueurs nationaux qui prendront en charge les réalités de notre pays. Tous les instruments de mesure de gouvernance, que ce soit de la gouvernance démocratique, que ce soit de la gouvernance économique, ces outils-là nous viennent en général de l'extérieur. Nous devons aller vers l'endogénisation de nos outils, nos instruments de mesure de la gouvernance. C'est ça qui a motivé le COS, pour dire, oui, ces outils-là, c'est bien, mais nous devons avoir des outils qui nous sont propres, des outils en phase avec nos réalités socio-culturelles. Et vous entendez parler de souveraineté économique, souveraineté alimentaire, souveraineté monétaire. Sur le plan de la gouvernance aussi, nous devons avoir une sorte de souveraineté d'instruments de mesure de la gouvernance. Un référentiel apprécié et appuyé par la Grande-Bretagne. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le développement d'un pays passe par la bonne gouvernance. C'est pour ça qu'il est essentiel pour nous d'accompagner le Sénégal dans la mise en place de ces instruments et aussi de cet instrument-là qui va permettre d'accompagner le gouvernement dans sa mise en œuvre de sa vision. Aujourd'hui aussi, il est essentiel de remarquer que nous avons besoin d'indicateurs propres à nous-mêmes, d'indicateurs propres au Sénégal. Et comme Moundia l'a soulevé, ça serait l'occasion aussi d'avoir des indicateurs pour mesurer notre gouvernance et notre bonne gouvernance à travers nos indicateurs propres aujourd'hui. Comme l'a soulevé le ministre britannique chargé pour l'Afrique, aujourd'hui, une démocratie saine dépend d'une société civile dynamique. Qui vise à passer en revue le référentiel de l'Observatoire de la gouvernance démocratique et politique afin d'assurer la pertinence et l'adéquation
du modèle proposé avec les réalités du contexte national. La vente et l'occupation illégale des terrains appartenant à autrui constituent toujours une problématique à Jaxaay, dans la banlieue de Dakar. Les 200 familles impactées et autres personnes acquéreuses auprès de la SNHLM crient leur détresse. Ces personnes accusent la nouvelle équipe de la SNHLM de négligence. Explication Aminata Ba. Michel court derrière son terrain depuis 4 ans à l'unité 9 des Parcelles Assainies de Jaxaay, occupée par d'autres individus. Pourtant, il dit avoir acquis légalement sa parcelle auprès de la SNHLM. Il fait partie de l'association Aar Sama Dëkkuwaay Parcelles Assainies Keur Massar Rufisque 1. Des terrains acquis légalement. Un soi-disant Demba Anta est là devant, je ne sais pas, 10 ans, est propriétaire d'un titre foncier appelé le 1451. Des soi-disant bandits fonciers, si je ne me trompe pas, de l'unité 1 à 27, ils viennent, soit ils mettent un mur devant ton terrain, soit ils y construisent et se disant propriétaires. Et je fais appel à l'État. Les 200 familles impactées par ce litige foncier à Jaxaay dénoncent le mutisme de la nouvelle équipe de la SNHLM sur leur situation. Déplorer l'inefficacité vraiment de l'État, mais aussi de la SNHLM relativement à la gestion de cette problématique, de cette nébuleuse de 1451R. Mais le problème est qu'en 2025, les bandits fonciers sont toujours là. C'est de la responsabilité de la SNHLM. La nouvelle équipe de la SNHLM, nous l'invitons à prendre à bras le corps cette problématique du 1451R. Le minimum pour une nouvelle équipe, c'est de faire l'état des lieux. 200 terrains qui restent toujours occupés. Des mesures urgentes venant des autorités pour mettre un terme à ce conflit foncier qui perdure à Jaxaay, c'est ce que réclame l'association Aar Sama Dëkkuwaay des Parcelles Assainies Keur Massar Rufisque 1. Cette fois, il n'y a plus de doute, la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom se précise sur Facebook. C'est ce poste de Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, qui annonce une réunion du bureau de l'Assemblée nationale suivie de celle de la conférence des présidents à l'ordre du jour, selon l'avocate, levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal se prépare donc. Et comment la procédure va se dérouler? Suivant les explications de l'expert parlementaire à l'une soirée avec Abdou Diouf Diagne. La conférence des présidents s'est réunie pour fixer la plénière dans un premier temps, pour maintenant valider ce qu'on appelle la commission ad hoc, qui est prévue à l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que l'article 52, ça nous met dans le champ d'application de la procédure en matière de levée d'immunité parlementaire. Et c'est ce qu'on appelle une commission ad hoc, qui est composée de 11 membres. Donc la conférence va fixer ses plénières et chaque groupe parlementaire va proposer au prorata de la taille de son groupe des représentants au sein de cette commission. Et dans un premier temps, la plénière va valider. Et cette commission maintenant va se réunir pour désigner à son sein, choisir le président et le rapporteur et le vice-président, le vice-président de la commission. Bon, maintenant, la première action d'abord, c'est le bureau va lui transmettre le dossier, le dossier qui a fait en tout cas la base, qui a été à la base de la saisine de l'Assemblée nationale. Ils vont l'examiner d'abord pour essayer de voir comment aménager en tout cas un calendrier de travail. Bon, la deuxième action, c'est d'entendre le député concerné, qui peut lui-même venir, comme il peut désigner un de ses collègues qui le représente devant la commission. À la une également de l'actualité, l'introduction de l'enseignement de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire effective. À partir de ce mardi, des écoles pilotes ont été choisies par l'Éducation nationale avant la généralisation de cette mesure. Illustration à l'école élémentaire 7A de Pikine, où l'anglais ne sera pas enseigné cette année, selon le directeur interrogé par Abi Faye. Non, c'est-à-dire ici, ce n'est pas une classe, une école pilote.
C'est-à-dire il y a des écoles tests, parce que c'est une phase test. Maintenant, par rapport à cette phase test, la semaine passée, l'inspecteur a convoqué l'ensemble des enseignants qui devaient dispenser cet enseignement. Ils sont réunis, il a donné des recommandations comme le ministre l'a instruit. C'est-à-dire nous ne sommes pas une école pilote. C'est-à-dire l'enseignement n'est pas généralisé au moment où nous parlons. Il y a quelques écoles ciblées pour chaque département, pour chaque IF. Mais ici, à notre niveau, nous ne pouvons pas le savoir. Parce que nous ne faisons pas partie de ceux qui doivent faire l'anglais cette année. Alors maintenant à Kaolack, régulation de la circulation des motocyclettes, zoom sur l'utilisation de ce moyen de transport très prisé depuis bien longtemps dans le bassin arachidier où les mototaxis ont connu un boom avant de faire leur apparition dans les autres capitales. Vous avez suivi le reportage de Ousmane Dem que nous espérons retrouver avant la fin de cette édition. Allons à Linguère. La nouvelle annoncée par le ministre de l'Élevage liée à l'augmentation des taxes sur le lait importé pour réduire la dépendance du pays aux importations et décourager les acteurs locaux et encourager les acteurs locaux à investir dans la production laitière est bien appréciée par les acteurs. Suivant ce reportage de Sidi Cham et Mamadou Moustapha Ndiaye. Dans le but de favoriser le développement de la filière laitière locale, le ministre de l'Élevage a annoncé une augmentation des taxes sur le lait importé. Cette mesure a été chaleureusement accueillie par les acteurs qui s'investissent dans cette filière dans le département de Linguère. Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle qui consiste à augmenter les taxes sur le lait importé. L'État doit aussi nous aider davantage, nous encourager à investir dans le secteur. Sur son site de transformation laitière, Habi Amadou Sow estime que l'État aurait tout intérêt à les soutenir en matière d'équipement et à réduire le coût de l'alimentation du bétail. Cette hausse des taxes sur le lait ne règle pas nos problèmes. L'État doit aussi réduire le prix de l'aliment de bétail et nous faciliter la culture fourragère. Les éleveurs ne vont plus transhumer pour chercher de l'herbe. Il y aura du lait en abondance. De son côté, Mamadou Lamine Djedjou plaide pour une meilleure accessibilité des vaches laitières importées, dont le prix demeure trop élevé, tout en appelant à la mise à disposition de moyens de transport pour faciliter la conservation du lait. Nous n'avons pas assez de moyens pour acheter des vaches laitières. L'unité coûte au minimum 5 millions de nos francs. Dans la zone des Niayes, ces vaches sont souvent achetées par les riches. Nous qui nous activons dans la transformation laitière n'avons pas de moyens. L'État, pour nous aider, doit nous donner ces vaches à crédit. Ainsi, nous paierons par moratoire pendant 3 voire 4 ans. Dans le Jolof, les acteurs engagés dans la transformation laitière ont accueilli cette nouvelle comme une bouffée d'oxygène. Ils estiment que l'augmentation des taxes sur le lait importé devrait permettre un meilleur écoulement de leurs produits. Merci Mamadou. Dans le Nord, le collectif Sauver Saint-Louis veut réhabiliter la morgue de l'hôpital régional. Selon ses membres, le site est inadapté. Beaucoup de corps sont en état de décomposition, quelques heures de conservation seulement dans cette morgue. Voici leur porte-parole avec notre équipe à Saint-Louis. Le principal concerne la morgue de l'hôpital qui ne répond plus aux standards contemporains. Conscient de la gravité de la situation et compte tenu de l'urgence du moment afin de répondre correctement aux aspirations des populations, notre initiative citoyenne apolitique et totalement transparente s'inscrit dans une volonté de combler les lacunes manifestes pour garantir des services dignes à la population. Nous déplorons vivement la tentative de discréditer une mobilisation solidaire dont le seul objectif est d'améliorer les conditions de vie des Saint-Louisiens. Loin de nous détourner, cette situation renforce notre détermination à agir dans un intérêt général avec le soutien de tous ceux qui partagent notre vision d'une Saint-Louis exemplaire et unie. Et le directeur de l'hôpital rejette ces accusations. Voici El Haj Maguette Sek avec Ousseynou Diop et Habib Sek.
l'hôpital est ni de près ni de loin impliqué à cette collecte. Je voudrais préciser que l'hôpital a toutes les institutions, les services qui sont là, qui sont disposés à faire des télétons si on avait ce besoin. Je précise que la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis fonctionne correctement. Nous avons une armoire mortière avec 6 tiroirs. Les 2 sont en panne, les 4 fonctionnent correctement. Et il est exceptionnel qu'on puisse avoir plus de 4 corps en même temps. Donc sous ce rapport, je pense quand même qu'il n'y a pas de souci, c'est l'erreur de préciser que la morgue fonctionne bel et bien. Maintenant, relativement donc à cette collecte, je dis que ce qu'ils m'ont présenté au niveau donc, de l'hôpital et ce qu'ils ont fait dans les réseaux sociaux, c'est totalement différent. Donc j'ai eu à les appeler, discuter avec eux par rapport donc, à leur procédure qui n'était pas du tout catholique. En sport, 2 ans après son élection, le président de la Fédération sénégalaise de sport boule jette l'éponge. Il motive sa démission, entre autres, une décision motivée par des divergences entre les acteurs. Le voici avec Charles Sadibou Diarra. La Confédération africaine actuelle, qui existe depuis 20 ans, n'arrive pas à développer la pétanque et n'arrive pas à faire réagir les gens et à faire développer la pétanque sur le continent. Donc nous sommes un groupe de 16 présidents sur 24 présidents de l'ancienne confédération et nous avons eu l'accord de la Fédération internationale pour monter une nouvelle confédération. Nous comptons réussir parce que nous allons redynamiser cette confédération-là, nous allons élire, nous allons avoir des statuts, mettre en place des règlements intérieurs, des commissions et pouvoir démarrer et faire des choses beaucoup plus intéressantes. Je compte présenter ma démission parce que je pense que je ne suis plus en adéquation et en phase tant au niveau des présidents de clubs et des objectifs que je m'étais fixés et des choses que je voulais faire. Je pense qu'il y a une certaine incompréhension. J'ai repris la fédération à un niveau qui était vraiment très difficile. On a restructuré les choses, on a mis des bases, on commence à construire, on commence à avancer. Nous avons réussi à obtenir un titre continental. Je pense qu'on peut continuer à arriver, mais il y a des personnes, des acteurs à la fois irrespectueux et il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas d'encouragement. Au niveau de la Confédération internationale africaine, je voulais prendre les rênes, mais j'avoue que j'ai décidé de me retirer de ça aussi. C'est la fin de cette édition. Soir d'info, la suite dans un instant avec Pape Abdoulaye Der. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.